Hermès a-t-il un avantage concurrentiel? Si oui, comment est-ce qu'il s'appelle? Et pour répondre à cette question, j'utilise essentiellement ici la bibliothèque de prompts de base que vous allez retrouver en description de la vidéo. Rappelez-vous, demain, on a un live pour que je vous montre à peu près combien est-ce que je l'utilise. J'utilise cette bibliothèque-là pour bâtir une thèse d'investissement sur Amazon, par exemple. Donc, le lien en description de la vidéo ici dans le groupe School. Donc, Hermès, la réponse est évidente. On est plutôt d'accord ici. La réponse est évidente. Mais c'est le pourquoi derrière. Alors, en lançant le prompt, c'est juste tout ce que j'ai fait, c'est juste mettre le nom de la compagnie. Vous voyez, il me raconte tout ça ici. Et là, maintenant, j'utilise Claude. Avant, j'utilisais ici Gemini, vous pouvez utiliser les deux. Mais je préfère jamais utiliser Claude enfin, tous les jours. Donc, parce qu'il va un peu plus en profondeur, etc. Donc, sans que je lui demande d'aller un peu plus en profondeur, parce que sur Gemini, je dois lui demander, je dois lui poser ces questions-là. Donc, l'avantage concurrentiel ici, c'est l'actif intangible. Et deuxième ici, il va te mettre ici contrainte de production maîtrisée, mais en fait, ça va rentrer dans un avantage concurrentiel bien précis ici qu'il aura tendance à détailler un peu plus bas. OK? Donc, je reviens donc ici. Alors, il mentionne ceci. Hermès est noté wide mode ici, donc mode large par Morningstar, qui est le document, enfin Morningstar, que vous connaissez tous, qui juge la marque la plus solide du secteur de la maroquinerie avec une résilience marquée dans les phases de ralentissement, tout en soulignant que la maison pourrait moins profiter que ses pairs d'une reprise du marché en raison de ses contraintes de capacité. Donc le chiffre d'affaires ici 2025, etc., ça c'est du blabla. Donc l'avantage concurrentiel primaire ici, c'est l'actif intangible, et donc il sera ici. C'est le mot le mieux documenté par les données primaires convergentes. Hermès a imposé au moins deux hausses de prix en 2025, environ 7% puis 6% quelques mois plus tard, sans dégrader ses volumes, contrairement à ses concurrents où les hausses de prix des dernières années ont accéléré le désengagement de la clientèle dite aspirationnelle. Donc, il faut savoir que la clientèle d'Hermès est totalement différente de la clientèle la clientèle moyenne de LVMH. Je dis la clientèle moyenne parce que dans LVMH, il y a des segments qui ont à peu près le même type de clientèle que Hermès. Donc la distribution est réalisée en quasi-totalité en propre, sans dépendance aux grossistes. Donc on contrôle nos chaînes d'approvisionnement, ni à l'e-commerce de masse, ce qui prive les distributeurs tiers de tout pouvoir de négociation sur les marges. Après, il s'appuie sur un ensemble de données ici pour vous donner les raisons pourquoi est-ce qu'il mentionne cela. Donc, je continue ici. Donc, il mentionne par exemple, citation factuelle. Le commentaire de gestion cité par Luxury Insight résume le mécanisme. La demande reste durablement au-dessus de l'offre, ce qui permet à la maison d'encaisser les ralentissements sectoriels grâce à ses listes d'attente quand les autres maisons doivent réduire leur prix ou leur volume. Donc, et seulement ici, Hermès contrôle la rareté de ses produits. C'est un fait, c'est Ferrari bis. OK. Deuxième élément ici, l'avantage concurrentiel, c'est la rareté organisée par la production. Donc, analogue ici à un avantage de coût appliqué au sens inverse. Ça veut dire quoi? Ceci n'est pas un mot de faible coût. Attention, au sens classique. Hermès ne cherche pas à produire moins cher que ses concurrents, mais un mot structurel équivalent. Donc, la maison contrôle volontairement le goulot d'étranglement de sa propre offre pour maintenir la rareté et ce goulot ne peut pas être répliqué rapidement par un concurrent parce qu'il repose sur des décennies de savoir-faire artisanal transmis en interne, pas sur du capital seul. Donc, pour faire des sacs Hermès, il faut avoir travaillé peut-être là, enfin, pour produire le type de qualité que Hermès produit en date d'aujourd'hui, bah, ça s'apprend en interne. Je ne dis pas qu'à l'extérieur, vous ne pouvez pas apprendre ce genre d'éléments-là, mais bon, ça fait partie ici du marketing de la compagnie. On a des artisans qu'on forme pendant plusieurs années. Actuellement, on n'en a pas assez. On ne veut pas augmenter la production ici, tout simplement parce qu'on veut préserver la qualité. Bref, connaissez le blabla. Mais ça fonctionne. C'est ce que les clients d'Hermès recherchent. D'accord? Donc, un sac Hermès nécessite en moins, parce que quand on parle de sac, la majeure partie du chiffre d'affaires, c'est la maroquinerie, etc. OK? Ils vendent aussi d'autres choses ici qui peut-être ne nécessitent pas des artisans en tant que tels. Mais globalement, ici, ils ont la fabrication globale ici est couverte ici sous prétexte ici de fait que les artisans, le savoir-faire, le machin, truc, même des trousseaux de clés, sans doute, ils ont besoin d'artisans. Je sais pas. Moi, je sais pas. Je parle juste comme ça. Mais je suis plutôt d'accord avec ce prompt-là. Et je pense qu'il est plutôt large et stable. OK, donc un sac Hermès nécessite en moyenne 16 heures de travail manuel. Et l'augmentation de la capacité de production progresse par palier d'environ 7% à chaque nouvelle manufacture. Un rythme délibérément lent qui protège la marge plutôt que de maximiser les volumes. Parce que si Hermès maximise également les volumes, ça va devenir lambda. Les gens veulent acheter du Hermès parce que c'est difficile de s'en procurer. C'est rare d'avoir certains types de produits Hermès.
Je ne dis pas que si vous voulez un porte-clés ici, vous n'allez pas en trouver. Mais quand vous voulez monter en gamme ici, surtout sur les produits les plus recherchés, il faut avoir une liste d'attente. Et encore, on devrait même vous sélectionner de manière générale. Intégration, 74% des objets fabriqués en France, 55% dans les ateliers internes et exclusifs, selon la présentation des résultats de 2024 ici. Donc, 24e maroquinerie inaugurée en septembre 2025 à l'île d'Espagnac, etc. Bref, vous avez à peu près la raison pour laquelle il mentionne ce type d'éléments-là. Ensuite, est-ce qu'on a des coûts de transfert élevés? Non. Est-ce qu'on a un effet de réseau? Non. Est-ce qu'on a un contre-positionnement? Non, parce que Hermès n'a pas inventé le modèle d'affaires qu'un concurrent ne pourrait copier sans se faire mal à lui-même. Elle a simplement exécuté un modèle de rareté artisanale mieux et plus longtemps que ses pairs. Donc, voilà. Mais il y a quand même des risques. La valorisation exigeante, valorisation exigeante et transfert vers la... enfin, je ne sais pas ce qu'il voulait dire ici, mais ça, c'est pas trop important ici. Quand je vois déjà valorisation, ça ne va pas avoir tendance à trop me titiller parce que la valorisation, c'est moi qui l'a fait ici. Le fait que le titre s'échange à 40 fois les bénéfices, etc., ce n'est pas forcément surévalué. Ça dépend de pourquoi est-ce que c'est 40 fois les bénéfices. C'est 40 fois les bénéfices parce que l'entreprise peut maintenir une croissance de 10% en moyenne sur les 100 prochaines années. Ce n'est pas cher. OK? Mais il a été calibré comme ça. OK? Il est calibré comme ça et on va juste le laisser à ce niveau-là. Donc, en réalité, le plus gros risque ici est structurellement fait parce que la maison investit continuellement dans son activité, ce qui limite l'expansion de marge. Enfin, bref, il n'y a même presque pas de raison, globalement, en termes de risque. Parce que les clients d'Hermès sont totalement différents. Le paysage concurrentiel, etc., on peut les citer, mais voilà, Hermès fait quelque chose de différent par rapport aux autres. Et si vous prenez le prendre pour l'analyse sectorielle et que vous prenez l'exemple de Hermès, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose de différent par rapport à une compagnie comme Kering. Vous pouvez prendre Hermès vs Kering, toujours dans le même prompt, pas celui-ci. Même si celui-ci, vous pouvez également faire la même chose. Mais globalement, on est plutôt d'accord ici avec le fait que Hermès ait un avantage concurrentiel. Si j'avais lancé Gemini également, j'aurais eu à peu près le même type de réponse, donc wide mode, etc., blablabla, blablabla. Et voilà, il vous mentionne ici que la forte concentration géographique de la fabrication de sacs expose Hermès à des risques d'inflation des salaires, etc. Parce que moi, j'ai tendance à utiliser je peux me lancer sur Gemini, je lance sur Claude, et ça me permet ici de croiser les deux. Dans tous les cas de figure, ce qui m'intéresse plus, c'est qu'ils identifient concrètement, clairement ici, le bon avantage concurrentiel qui va essentiellement être l'intangible et le deuxième qui va essentiellement être au niveau des coûts, mais pas au niveau des coûts où on réduit les coûts, mais au niveau du coût où on contrôle ici la production globalement. Donc, on rationalise la production de manière générale, volontairement, ce qui permet ici de maintenir la désirabilité. Donc, voilà, c'est comme ça également que vous pouvez utiliser ces prompts en les croisant. Et puis d'ailleurs, j'espère, enfin, ça c'est un autre débat ici. Donc, globalement, on est d'accord que Hermès a un avantage concurrentiel et ça ne semble pas vouloir diminuer. Vous pouvez mettre non cet avantage concurrentiel. Maintenant, vous savez à quel niveau vous pouvez encore creuser pour continuer à en apprendre plus cet avantage concurrentiel-là. OK? On prend la croissance ici des revenus, c'est très très beau. Grosse margin ici, comme vous pouvez le voir, si vous avez un avantage concurrentiel, ça se voit au niveau des marges, oui ou non? 71%. Ensuite, vous pouvez regarder ici avec les marges EBITDA, qu'est-ce que ça donne ici? Même chanson, on est à peu près vers ces niveaux-là. Les marges EBITDA sont en croissance. Les free cash flow et net income, est-ce qu'on a besoin de passer par là pour confirmer que Hermès fait autant de free cash flow que le net income? En tout cas, on compare. On les voit ici, c'est à peu près la même chose. Donc, les free cash flow peuvent représenter la véritable rentabilité de ce business. On voit également que les marges augmentent ici. Et elle pourrait continuer à augmenter. Elle a un pricing power. Première chose. Ça, c'est l'élément sur lequel il y aura généralement un angle mort. Le pricing power. Hermès peut décider d'augmenter ses prix de 10%. Mais elle n'augmente pas exagérément ses prix chaque année. Attention. Parce qu'il ne faut pas également fâcher le client final, etc. Donc, elle peut augmenter ses prix chaque année, mais elle préfère volontairement le faire de manière très, très limite, année après année. Et ça se voit au niveau des marges. Ensuite, il y a la partie volume qui peut augmenter. Et ça également, elle contrôle la partie volume. Elle peut décider d'augmenter les volumes tout en continuant à augmenter les prix. Et cet effet-là peut avoir tendance à ruisseler directement au niveau des bénéfices nets très, très rapidement. Donc, il faut faire attention ici. Quand on va se dire ici que Hermès, 25 fois les bénéfices, FCH, 37 fois les forward, PI, c'est surévalué, ça dépend également. Vous ne pouvez pas déterminer la surévaluation d'une compagnie si vous n'avez pas également regardé la croissance, si vous ne comprenez pas également la stratégie volontairement appliquée ici. Moi, je dirais simple, juste en regardant du Hermès au prix actuel. On va extrapoler. Parce que le degré de confiance en termes de croissance ici, du chiffre d'affaires, des bénéfices est très élevé pour une compagnie comme Hermès.
Et donc, disons, je prends une croissance moyenne de 10%, qui n'est pas loin de ce qu'on a connu par le passé. Hermès va avoir tendance à s'échanger aux alentours de 25 fois les bénéfices, vu la désirabilité, vu le maintien des marges, vu le pricing power. Bref, Hermès, si elle a une croissance moyenne de 10% par an sur les 5 prochaines années ici, on pourrait s'attendre aux alentours ici un prix aux alentours de 1900 euros l'action. Maintenant, moi, je ne sais pas si le marché va avoir tendance à croître de 20% par an. Je n'en sais strictement rien. Je ne sais pas s'ils vont augmenter les prix de 20%, etc. Encore une fois, quand je dis je ne sais pas, le management a sans doute mentionné leur politique, leur stratégie en termes d'augmentation des prix, etc. C'est sans doute caché ici dans les transcriptions, etc. Donc, il faudra aller fouiller. On ne va pas s'asseoir ici et dire que non, Hermès a une croissance moyenne de 15% sur les 10 dernières années. Ça veut dire ici que je prends 15%. C'est possible. Mais très souvent, je divise la croissance par deux. Je pense que 10%, c'est déjà une bonne chose. Et donc, Hermès, le plus important, c'est de l'acheter à un prix qui n'implique pas énormément de croissance. Maintenant, si le marché veut continuer à payer 400 fois les bénéfices, ça, c'est son problème parce que le produit est désirable, l'entreprise est intéressante. Les clients, qui sont les clients d'Hermès? Est-ce que son volume de clients diminue ou bien augmente? Je pense que Hermès, ce sont les ultra high network, un truc comme ça, donc les multimillionnaires globalement. Est-ce que le volume de multimillionnaires augmente ou diminue? Les clients de Kering sont en majorité la classe aspirationnelle, donc la classe moyenne de manière générale. On va économiser pour acheter un sac, mais voilà. Et dans un segment, dans LVMH ici, il y a certains clients qui ressemblent, qui sont à peu près identiques aux clients d'Hermès également. Donc, mais est-ce qu'ils ont les mêmes politiques, etc. Ça dépend. Donc ici, Hermès, pour moi, n'est pas surévalué. Je dirais que Hermès est correctement évalué. Encore même, on va faire simple, hein, le prix actuel est intéressant. C'est juste ça. Il est intéressant. On va s'arrêter là. On va juste s'arrêter là. Il est intéressant et comme vous pouvez le voir ici, en termes d'attente de manière globale, chez les dernières périodes ici, bon, le management, enfin, les analyses ont tendance à être très, enfin pas très, très négatif, mais on va se dire que c'est plutôt stable, au moins 11% par rapport à 2026, moins 2% par rapport aux attentes de 2028 ici, quand on les prend en FFO. Si vous les prenez en free cash flow, net income également, vous allez voir quelque chose, une variation, vous allez également voir un tout petit peu de variation, mais globalement, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que Hermès est capable de générer au moins 57 $ à l'action en moyenne, 57 € l'action en moyenne sur les 25 prochaines années? En moyenne. Je n'ai pas dit plus. En moyenne, sur les 25 prochaines années. La réponse, vous la connaissez. En tout cas, c'est mon jugement que j'applique ici. Pour moi, c'est oui. Donc, je serais mal à l'aise de dire ici que Hermès est surévalué, machin truc. Non. Et idéalement, on aimerait avoir des prix un peu plus bas que ça, mais à partir au prix actuel, je ne prends même pas en considération la dette ici. Mettons ça de côté. Est-ce qu'il y en a même d'ailleurs? On pourrait aller vérifier ça ici. Hermès, dette, ça donne combien? Dette nette ici, on a du cash net, près de 10 milliards ici. Donc 10 milliards, voilà, c'est... Prenez ça comme vous voulez ici, je vais le prendre sans prendre en considération la dette. Donc, Hermès va faire partie ici de quel secteur d'activité? De tout ce qui concerne le textile et apparel. Donc, textile, apparel. Textile, apparel. Où est-ce qu'il est? Voilà. OK. Et là, vous avez du Hermès. La dernière fois qu'on a parlé de Hermès, on était à 1634 euros. Aujourd'hui, je mettrais 1415. Pourquoi est-ce que c'est un peu moins que précédemment? Tout simplement parce qu'il y a une réduction des attentes ici. Et puis globalement, ici, par rapport aux réductions des attentes, les attentes peuvent changer idéalement. Et il y a de fortes chances que ça puisse changer parce que Hermès contrôle la rareté de ses produits. OK? Donc, je pourrais même laisser ce prix-là, mais bon, je préfère l'ajuster comme ça ne change pas grand-chose. Je pense même que même si vous avez fait des acquisitions d'Hermès à ce prix-là, 1600 et poussière, ça reste intéressant. Ce qui est sûr, ce n'était pas 2000, ni quoi que ce soit. Mais c'est un très, très bon dossier. Maintenant, je ne sais pas ce que monsieur le marché va faire à court terme. Voilà, peut-être Hermès va s'échanger à 50 fois les bénéfices, 100 fois les bénéfices, je n'en sais rien, mais je ne paye pas plus que 25 fois les bénéfices sur aucune entreprise. Donc, je mettrai 1415 et ce sera mon target price, 1415 euros. 1415, voilà, 415. Et comme je dis, ce n'est pas trop le chiffre qui est important, c'est la raison derrière ce chiffre-là et surtout la capacité de l'entreprise ici à garder ses marges stables dans le temps. Je mets ici X25
BNF 2028. OK? Donc, voilà. Maintenant, en termes de dividendes, etc., vous connaissez la chanson. Hermès a de fortes chances de continuer à augmenter son dividende. Elle pense qu'elle distribue également parfois un dividende exceptionnel, ce genre d'éléments-là. Donc, je vous laisse aller voir ça de cela. Chacun à son niveau. Mais on est d'accord que... Oh bien, qui n'est pas d'accord que Hermès a un avantage concurrentiel large? Qui n'est pas d'accord avec l'origine de l'avantage concurrentiel? Maintenant, il y a un élément ici, c'est comment fonctionne cet avantage concurrentiel-là. Ça, c'est une question à laquelle on a presque répondu de manière générale. De toute façon, ces prompts-là ne sont pas faits pour vous dire comment fonctionne cet avantage concurrentiel. Vous pouvez utiliser d'autres prompts pour ça ou bien faire vos propres déductions ici. Et comme je l'ai dit, il y a un ensemble de questionnements en supplément derrière pour aller un peu plus en profondeur. Donc, Hermès, très beau business. Excellent business.